Et pour clore notre intervention au bar à l'envers, on vous sert non pas une mais deux chroniques par Paul et Arnaud. À qui l'honneur? Arnaud, vas-y. Ouais, j'y vais. Donc j'ai récemment vu une série donc, sur l'affaire O.J. Simpson sur Netflix et donc j'aimerais faire un bref résumé pour donner envie aux auditeurs de Micron de le regarder. Donc Alton James Simpson, dit O.J. Simpson, était un footballeur américain de talent dans les années 1970. Adulé comme un Cristiano Ronaldo à notre époque, malheureusement le 12 juin 1994, suite au meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et d'un homme, Ronald Goldman, au domicile de Nicole Brown Simpson, l'opprobre se jeta sur lui. Mark Fuhrman, le policier sur la scène de crime, alla informer O.J. Simpson à son domicile que sa femme était morte, enfin son ex-femme était morte. Cependant, quand il arriva dans le jardin, il découvrit que la voiture était ensanglantée et qu'il y avait un gant ensanglanté aussi dans le jardin. O.J. Simpson, qui venait de partir à Boston, revient immédiatement de son périple à la nouvelle de la mort de sa femme. Dans son entourage très proche se trouvait Robert Kardashian, ancien avocat, qui l'informe et lui conseille de préparer une défense. Il embauche Robert Shapiro, avocat des stars, connu pour trouver des arrangements. Cependant, O.J. clame son innocence et lorsqu'on lui apprend qu'il va être arrêté et mis en examen, il met un pistolet sur sa tempe et oblige un de ses amis à le conduire au domicile de sa mère. Il s'ensuit une course-poursuite diffusée à la télévision qui se terminera par l'arrestation d'O.J. qui vint se rendre à son domicile où il sera placé en détention et en attente de son procès. Le procureur, Marcia Clark, en charge du dossier, ne connaît pas l'ampleur médiatico-judiciaire de ce procès. En effet, les tensions raciales sont vives en Californie depuis les émeutes de Los Angeles de 1992. Cette affaire va créer une hystérie où il divisera l'Amérique blanche sur de la culpabilité de O.J. et une Amérique noire qui le croit innocent. La défense d'O.J., conscient de l'importance de la médiatisation, va décider d'engager Johnny Krashen, avocat noir très reconnu par la population afro-américaine, pour défendre les droits des Noirs. La tactique de la défense sera de dénoncer un coup monté organisé par la police de Los Angeles pour faire plonger O.J. Le procès sera diffusé dans toutes les chaînes de télévision américaines, se transformant petit à petit en plaidoyer contre le racisme de la LAPD. Les rebondissements dans ce procès de 1 an seront nombreux, certains inculpant O.J. comme la présence de son ADN sur la scène de crime, d'autres le disculpant comme la découverte d'une cassette où Mark Fuhrman, le policier qui découvrit donc le gant ensanglanté, dans cette cassette où il assume avoir tabassé et inculpé des Noirs juste pour, dit-il, rigoler. Dans ce cirque médiatique se trouvent 12 jurés qui ont vécu coupés du monde extérieur pendant 1 an. À la fin du procès, les jurés, lessivés, n'ont délibéré que 3 heures avant de rendre O.J. Simpson non coupable. Cette décision est contestable vu le nombre de preuves qui l'accablent. Cependant, comme dans toutes les affaires, comment avoir l'intime conviction de la culpabilité de quelqu'un? Alors pour vous, il est coupable? Et donc c'est une série en combien d'épisodes? Comment? C'est une série. Cette série en 12 épisodes. Ok. Et vraiment intéressante. Je vous le conseille. Sur Netflix? Ok, bon, je vais prendre un abonnement et je vais regarder. J'imagine que c'est à moi. Que c'est parti. Donc, à l'heure où la moitié de GEM est en amphithéâtre, en train d'écouter un apiculteur évoquer ses souvenirs de ministère, l'importance d'avoir des ruches en France, ruches qui sont des boîtes remplies d'abeilles produisant une substance dorée, sucrée, sirupeuse, qui se solidifie avec le temps et que l'on peut parfois, si l'on veut, qualifier de miel. Mais ce n'est ni de miel ni de russe dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mais des boîtes aux lettres. Boîtes qui sont apparues au XVIIe siècle dans des villes italiennes et au milieu du XVIIe à Paris. Elles permettaient aux habitants de Florence, Rome et bien d'autres villes italiennes de dénoncer au gouvernement leurs voisins ou autres personnes en matière de santé, fiscalité et fraude en tout genre. En France, à Paris, elles feront leur apparition au milieu du XVIIe et leur présence va se développer dans tout le pays au fur et à mesure que les échanges économiques et sociaux se développeront. Au XVIIIe et XIXe, les boîtes aux lettres sont partout. Elles sont partout. On les retrouve sur les murs des écoles, des églises et dans tous les lieux qui sont un minimum publics où l'on peut envoyer son courrier. Mais est-elle individuelle, me direz-vous? Eh bien non. Il faudra pour cela attendre le début du XXe siècle et l'édit d'un homme, Léon Mougeot, alors sous-secrétaire au ministère des Postes et Transports.
Il a l'idée de rendre la boîte aux lettres individuelle, aux frais de ceux qui en désirent une. Il expliquera cette idée dans une interview qu'il donnera au Gaulois, journal quotidien et littéraire qui sera fusionné plus tard et qui prendra le nom du Figaro. Voici ce qu'il dit dans cette interview. La boîte aux lettres privée, c'est la course évitée au bureau de poste ou aux boîtes de la rue. C'est la poste chez soi, c'est le progrès. Grâce à cette initiative, la boîte aux lettres devenait alors un mobilier urbain privé que l'on pouvait voir dans n'importe quelle ville, village ou bourgade française. Aujourd'hui, on retrouve des boîtes aux lettres partout en France, mais son rôle a bien changé. Recevoir des lettres est devenu de plus en plus rare. La boîte aux lettres est devenue plus fonctionnelle. C'est une boîte à colis ou à publicité. On reçoit son dernier colis Amazon, les promotions pour la pizzeria du coin, mais plus trop de lettres personnelles. À la limite, une carte postale achetée avant de prendre l'avion que l'on poste en arrivant en France, ou alors, si on est malchanceux, la feuille d'impôt. La correspondance personnelle ne représente plus qu'un infime pourcentage des échanges postiers. Celle-ci est passée à la trappe car trop lente et moins pratique. Moins pratique que le SMS, le texto, la story et tout moyen numérique de communication en tout genre. Et pourtant, recevoir une lettre ou en envoyer une, ce ne sont pas des choses anodines. Une lettre dit beaucoup de choses. Elle reflète l'intérêt pour l'autre ou pour un sujet. Beaucoup d'auteurs célèbres ont une correspondance épistolaire comme expression de leur amour. Il y a 2 ans, la publication des correspondances entre Albert Camus et son amante Maria Casares faisait couler beaucoup d'encre. Et pourtant, aujourd'hui, le livre se vend encore et les gens en achètent pour une occasion particulière. Mais la correspondance épistolaire peut être aussi un moyen de réflexion qu'ont 2 personnes à propos d'un sujet. Par exemple, des années 1903 aux années 1913, Picasso et Apollinaire échangeront sur la poésie et l'art durant une décennie. Pour terminer, écrire une lettre, c'est aussi un acte désintéressé. On écrit sans demander une réponse, ou alors une réponse non instantanée. Aujourd'hui, dès qu'on lâche un vu dans une conversation ou qu'on ne répond pas, on reçoit un message en nous demandant de s'expliquer pourquoi on n'a pas répondu. Alors j'aimerais vous demander, à vous auditeurs, pourquoi ne renverrions-nous pas des lettres ? Parce que le rôle d'une boîte aux lettres n'est-il pas avant tout celui d'une boîte à être ? Waouh. Merci pour cette chronique fouillie, merci à vous deux De rien. d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps qu'on puisse parler. C'est bien normal. Et merci aux auditeurs, merci à la technique. Et merci la salle qui est comble.